La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Les habitants des régions pyrénéennes, qu'ils soient permanents ou de passage, savent que la montagne est souvent secouée de quelques tremblements de terre, en général très faibles, parfois plus importants. Il arrive que les verres s'entrechoquent dans les armoires. Parfois, on entend un boom, comme un coup de canon, avant de sentir la terre trembler. Tout cela est étudié, suivi de manière très précise, par le réseau de surveillance sismique des Pyrénées, situé à Toulouse, dans un des laboratoires de l'Observatoire Midi-Pyrénées. J'ai avec moi aujourd'hui le responsable de ce réseau sismique, Mathieu Sylvander. Bonjour Mathieu. Bonjour Sylvie. En fait, tu es responsable de ce réseau depuis 1996, un poste que tu as obtenu après des études universitaires à Strasbourg, puis une thèse à Toulouse. Tu es spécialiste de l'imagerie lithosphérique et crustale des Pyrénées, la sismicité et sismotectonique. Alors, c'est quoi un séisme ? Un séisme, c'est le relâchement brutal d'énergie élastique qui a été accumulée au cours du temps, de façon générale par le mouvement lent et régulier des plaques lithosphériques. Et ce relâchement brutal se fait de façon catastrophique. Il y a ce qu'on appelle les ondes de volume et les ondes de surface. Et parmi les ondes de volume, il y a les ondes P et les ondes S. Et ces ondes de volume peuvent interagir les unes avec les autres pour former ce qu'on appelle les ondes de surface. Et là, il y a encore deux autres types d'ondes de surface qu'on appelle les ondes de Rayleigh et les ondes de Love. C'est bien compliqué apparemment. Mais quand on entend un boom d'abord et qu'ensuite il y a le tremblement de terre, ça vient d'où ça ? Alors là, il s'agit bien des deux ondes de volume, l'onde P et l'onde S. L'onde P est une onde de type acoustique, donc comme les ondes sonores, qui se propage dans le milieu solide, donc sous l'interface entre l'atmosphère et la Terre. Et ensuite, elles sont suivies par les ondes S qui vont plus lentement, qui vont occasionner un mouvement horizontal. Et c'est ce mouvement horizontal qui est plus catastrophique pour les bâtiments parce que c'est lui qui va les secouer et qui va éventuellement les endommager. Alors pourquoi est-ce que les Pyrénées sont une zone sismique particulière ? C'est peut-être compliqué ? C'est pas compliqué, mais c'est une très longue histoire. Il faut repartir du début. Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes extrêmement anciennes qui ont vu le jour tout d'abord lors de l'orogène hercynien. Attends, l'orogène hercynien, c'est quoi ça ? La Terre a été remaniée de nombreuses fois au cours des âges et l'orogène hercynien, c'est l'une de ces grandes formations de chaînes de montagnes il y a environ 500 millions d'années. Donc c'était une chaîne de montagnes qui peut se comparer en termes de géographie ou en tout cas d'étendue à la cordillère américaine qui va de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Cette première chaîne de montagnes hercynienne a été disloquée au cours du temps par les remaniements des continents. Les montagnes ont été érodées, c'était des montagnes très hautes comme l'Himalaya aujourd'hui, mais elles ont été complètement érodées, elles sont descendues jusqu'à, dans les Pyrénées, zéro, il n'y avait plus rien. Et ensuite, la tectonique a continué à faire son œuvre. Au niveau de l'emplacement actuel des Pyrénées, un bras de mer s'est ouvert, un océan a commencé à se former, des sédiments se sont déposés, des épaisseurs très importantes de sédiments, et ça aurait pu rester un océan. Sauf que, il y a quelques dizaines de millions d'années, l'océan Atlantique Nord s'est ouvert, il a commencé à bousculer toutes les plaques, qu'elles soient grandes ou petites, continentales, et en particulier une petite plaque qu'on appelle la plaque Ibérie, qui porte l'Espagne et le Portugal actuel. Et cette petite plaque Ibérie s'est retrouvée coincée entre la grande plaque Afrique et la plaque Eurasie. Il y a 65 millions d'années, le mouvement de l'Afrique et de l'Eurasie a embarqué la plaque Ibérique, qui est venue emboutir la plaque Eurasie. Et donc, ces Pyrénées anciennes érodées, recouvertes de sédiments marins, se sont retrouvés exhumés, sont remontés jusqu'à des hauteurs relativement importantes, et les sédiments qui s'étaient déposés sur l'ancienne chaîne hercynienne se sont déversés de part et d'autre. Et alors ce mouvement, le mouvement actuel, c'est ça qui crée les séismes ? Alors justement, non, il n'y a apparemment plus de mouvement. Alors il y a 10 ans, j'aurais dit, les séismes des Pyrénées, c'est ça, c'est le mouvement de convergence entre l'Afrique et l'Eurasie. Mais la science avance, les choses progressent, les observations s'accumulent, et maintenant, on est capable de mesurer, grâce aux techniques de géodésie spatiale, la déformation fine d'un territoire de toute échelle. Et par exemple, sur les Pyrénées, on sait maintenant que les déformations horizontales sont quasiment nulles, inférieures au dixième de millimètre par an, donc c'est rien du tout.
D'où la question, si les mouvements horizontaux ne sont plus envisageables pour expliquer ces tremblements de terre, il faut les chercher ailleurs, et l'autre explication possible, et la seule qui reste finalement, ce sont des mouvements verticaux. Donc c'est ce vers quoi on se dirige en ce moment pour expliquer les tremblements de terre des Pyrénées. Ce seraient des mouvements verticaux dus à ce qu'on appelle des réajustements isostatiques. C'est un bien grand mot pour dire simplement que avec les sédiments qui vont dégouliner sur les bassins au nord et au sud, eh bien ça fait remonter comme un bouchon les Pyrénées. Ça occasionne des mouvements sur les failles qui ont été créées lors de la convergence et qui rejouent à l'occasion de ces mouvements verticaux. Ah ben c'est passionnant, moi je découvre ça. Le réseau sismique des Pyrénées dont tu t'occupes, il est formé depuis quand? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent? Que faites-vous? Donc ce réseau, c'est un ensemble d'appareils qui a commencé à se déployer dans les Pyrénées à la fin des années 1970, consécutivement au gros tremblement de terre des Pyrénées en 1967 à Arrête. Donc un tremblement de terre qui avait détruit une bonne partie de ce village béarnais. Et donc l'Institut de physique du globe de Paris a voulu installer ce petit réseau sur la région d'Arrête. Et ensuite, l'Observatoire Midi-Pyrénées a installé un réseau complémentaire sur la partie orientale des Pyrénées, en collaboration avec nos collègues catalans qui faisaient l'autre côté, l'autre versant des Pyrénées. Et donc, ce premier réseau sur l'ensemble des Pyrénées date de la fin des années 1980 et il a été remanié plusieurs fois pour arriver aujourd'hui à quelque chose de très homogène sur les Pyrénées françaises, un peu moins homogène sur les Pyrénées espagnoles, mais avec une densité de stations suffisante pour qu'on ait une bonne répartition d'instruments. Il y a des protocoles d'échange de données qui sont très au point. Toutes les données sont publiques, au même format. Donc là, pour chaque séisme détecté, qu'est-ce que vous faites comme étude scientifique? En fait, la sismologie, c'est une discipline qui est vraiment multiforme, avec des sismologues qui s'intéressent aux phénomènes tremblements de terre, et donc qui essaient de comprendre, qui essaient de localiser les événements sismiques, qui essayent de faire ensuite éventuellement des cartes de risque à partir de ces événements. Mais il y a d'autres sismologues qui se servent du tremblement de terre uniquement comme une source d'énergie qui va permettre de faire une radiographie, ou une échographie plutôt, du sous-sol. Et donc comprendre comment sont constituées les Pyrénées. Donc ce sont les deux aspects de notre travail. On a un aspect un peu opérationnel qui nous conduit à faire des catalogues de tremblements de terre. À partir de ces catalogues, essayer de comprendre où se positionne l'aléa sismique, donc la fréquence de ces tremblements de terre, les magnitudes, donc l'énergie libérée, le bilan de ce type-là. Et donc l'autre volet qui vise plutôt à se servir des tremblements de terre comme une source d'énergie. Et justement, alors statistiquement, il y en a combien par an à peu près des tremblements de terre et de quelle magnitude? Alors la fréquence des séismes, elle dépend évidemment du seuil de magnitude auquel on se place, c'est-à-dire du seuil d'énergie libérée. Il y a des lois de fréquence des tremblements de terre qui dépendent de la magnitude. Ce sont des lois logarithmiques, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de séismes de magnitude 2 que de séismes de magnitude 1. Il faudrait peut-être rappeler cette échelle de Richter, parce que tout le monde dit dans les médias magnitude de type 2 sur l'échelle de Richter, mais je ne sais pas si les gens savent en fait finalement ce que c'est que cette échelle de Richter. Alors on peut partir sur l'échelle de Richter, effectivement. L'échelle de Richter, c'est une échelle dont il ne faudrait pas se servir. Pourquoi ? Parce qu'elle a été mise au point par monsieur Charles Francis Richter, qui était un sismologue californien, et ce monsieur Richter avait établi une loi de magnitude valable pour les tremblements de terre de Californie, et même de Californie du Sud. Donc utiliser l'échelle de Richter, ça conduit à faire une certaine confusion, puisqu'on essaye de comparer des tremblements de terre à des choses qui se passent, ou plutôt qui se sont passées, parce que c'était une échelle définie à un certain moment, en Californie du Sud. Donc l'échelle de Richter, en fait, très peu de gens l'utilisent. On utilise des échelles qui sont analogues à celle de Richter, mais c'est même pas une loi extrêmement rigoureuse. Elle a été établie à un moment où on comprenait pas très bien ce qui se passait, et aujourd'hui, en tout cas pour les gros tremblements de terre, on est passé à des échelles complètement différentes, qui sont plus calibrées sur l'énergie libérée lors du séisme, ce qu'on appelle les moments sismiques. C'est une grandeur qui dépend directement de la géométrie de la faille, de caractéristiques de la rupture, de caractéristiques intrinsèques des roches. Et donc là, ça permet de faire des calculs précis et rigoureux. Mais cette échelle dite de Richter, c'est encore ce qu'on utilise dans les médias. Donc pour dire les choses simplement, un séisme va être borné en magnitude par la valeur de 9 ou 10 à peu près. L'échelle de Richter n'est pas non plus, et d'ailleurs toutes les échelles de magnitude ne sont pas non plus bornées vers le bas. Il peut y avoir des séismes de magnitude négative qui correspondraient à des tout petits craquements à peine perceptibles, illustrés uniquement par des appareils. Et donc ces séismes, eh bien, il y en a des milliers tous les ans dans les Pyrénées. Alors la plus grande partie n'est absolument pas ressentie par la population.
Il y en a certains, il y en a énormément qu'on manque parce qu'on n'a pas d'appareil assez près pour les enregistrer. Mais si on veut se rattacher à l'expérience qu'en font les gens, on peut dire qu'il y a quelques dizaines de séismes qui sont ressentis par an dans les Pyrénées. Et ça, c'est réparti un peu partout, de l'est en ouest ? C'est assez hétérogène. Il y a une zone qui est particulièrement sismique, c'est une bande qui se situe grosso modo entre la Bigorre et le Pays Basque. Une bande orientée est-ouest de une vingtaine de kilomètres d'épaisseur qui va de la rivière Adour à l'est de Bagnères de Bigorre jusqu'à Arrête et un peu plus loin à la frontière entre le Béarn et le Pays Basque. C'est là que se concentre l'essentiel des tremblements de terre des Pyrénées. Mais il y en a dans un petit peu toute la chaîne. Et d'ailleurs, les plus gros jamais recensés ne se sont pas produits dans la bande de Béarn-Bigorre dont je parlais. Celui d'Arrête, oui, il en fait partie. Celui de Lourdes, qui remonte donc au 21 juin 1660, était aussi dans cette bande. Mais la plus grande crise sismique des Pyrénées, c'est en Catalogne, en 1427 et 1428. Donc c'est une crise qui a duré plusieurs mois, pendant lesquels plusieurs séismes de magnitude nettement supérieure à celui d'Arrête, par exemple, se sont succédés. Et cette crise a culminé en 1428, le jour de la Chandeleur, donc le 2 février 1428, par un très gros séisme, plus gros jamais ressenti dans les Pyrénées, qu'ils soient françaises ou espagnoles. Il a fait plusieurs centaines de victimes. C'est typiquement le genre d'événement qui peut se reproduire et qui va se reproduire un jour dans les Pyrénées. Donc j'imagine qu'on ne peut pas savoir quand, on sait qu'il y en aura, mais on ne sait pas à quelle échelle de temps. C'est ça, on aimerait bien être capable de faire de la météo des séismes. Malheureusement, c'est quelque chose qui est hors de notre portée. La décorrélation entre les échelles de temps pour la construction du tremblement de terre, c'est-à-dire accumulation d'énergie pendant des dizaines, voire des centaines d'années, et le phénomène lui-même qui est catastrophique et qui se produit en quelques dixièmes de seconde ou en quelques secondes. Donc le grand écart entre ces deux échelles de temps fait que la prédiction précise est rigoureusement impossible. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Au revoir. Merci, au revoir.